Ainsi, on parle maintenant de supplément Corona, une augmentation de prix demandée par certains commerçants en compensation de leurs frais liés au virus, nettoyage ou protection diverses. Nous avons reçu plusieurs témoignages sur ce supplément Corona. Il concerne notamment les coiffeurs et les garages. Voici un exemple lu par Nathan Squares. J'ai téléphoné pour l'entretien de ma voiture dans un garage de Jodogne. On m'a spécifié d'emblée qu'un montant de 20 € serait ajouté à la note de l'entretien. Cette somme est prévue pour tous les clients, quelle que soit l'intervention, pour amortir les frais liés au matériel utilisé pour désinfecter le véhicule, volant, levier de vitesse, portière, et pour protéger le personnel, masque et film plastique pour recouvrir les sièges. Mon entretien devait coûter au départ 170 €, donc cela représente un supplément de 12%. Lorsque j'ai dit que ça me semblait énorme pour si peu de matériel, on m'a gentiment dit que c'était à moi de voir. De toute façon, leur carnet de rendez-vous est rempli jusque fin juin. Bonjour Philippe Reilant de Traxio, la fédération du secteur automobile, notamment les garages. Comment vous justifiez ces suppléments, 10, 20 €, parfois plus, sur des entretiens? Ça paraît étonnant. Eh bien, au fait, chaque commerçant, et dans ce cas-ci, garagiste, a au fait le choix libre de calculer ou non un forfait pour les coûts supplémentaires qu'il va faire pour, par exemple, réceptionner et livrer une voiture. Il ne faut pas oublier que, en fait, chaque facture qui entre dans un garage doit désinfecter avant la réception et doit être désinfectée par après à nouveau avant la livraison. Donc, il s'agit, et je dirais pas simplement d'un coût de matériel, mais surtout d'un coût de main-d'œuvre supplémentaire. Ça va jusqu'à combien? On parle de 10, 20 €, ça va parfois au-delà encore? Eh bien, les montants courants que j'ai entendus, c'est pour la plus grande partie entre 5 et 15 €. C'est ça. Enfin, et donc, il faut diviser par deux, puisque en fait, c'est une rentrée, une sortie. Je ne comprends pas. Une rentrée, une sortie, que voulez-vous dire? On réceptionne la voiture, il faut la désinfecter, elle sort, et quand il faut la désinfecter à nouveau. Voilà. Oui, à 12h22, je suis parfois un petit peu moins frais. C'est très clair, ça va se généraliser chez tous les commerçants, vous pensez? Eh bien, au fait, la loi stipule que les commerçants ont la liberté de le faire ou pas. Et je crois que chaque commerçant, garagiste, ce sont des professionnels, ils ont fait une analyse de risque. Et bon, ils décident s'ils veulent le faire ou pas. Il y a partie qui le fait, mais il y a partie qui ne le fait pas. Monsieur le ministre, vous êtes là, David Claraval, vous êtes revenu, ministre du Budget, vice-premier ministre fédéral. Comment vous réagissez à ça? On a entendu des coiffeurs qui demandaient 2 € en plus. Et ça se passe, semble-t-il, quand même de plus en plus. Au niveau du gouvernement, on a décidé deux choses. La première, c'est que pour tout le secteur médical, donc on interdit. Chez les dentistes qui l'ont commencé, c'est terminé, il n'y aura plus de supplément. Non, là, vous arrangez avec eux. On interviendra dans les frais, on donnera une subvention au secteur médical pour prendre en charge ces suppléments. Mais pour tous les autres secteurs, nous n'avons pas l'intention d'intervenir. On laisse la liberté aux commerçants, en effet, d'impacter ou pas ce supplément Corona. Et donc ça, c'est la loi, on n'y changera pas. Par contre, c'est vrai qu'à titre personnel, on peut se poser la question de savoir si c'est judicieux ou pas. Donc, on pense quand même qu'il ne faut pas abuser. C'est ça, il faut le dire à l'avance, en tout cas, vous le redites. Et tant qu'on le dit à l'avance, de manière transparente. C'est légalement possible. Merci à tous les deux. Merci beaucoup pour suivre une question eschatologique. En clair, une question relative à la fin des temps. Vivons-nous la fin du monde? En tout cas, la fin d'un monde. En d'autres mots, ce virus fait-il s'effondrer notre société? Au moins, un des invités au débat qui suit le pense, mais pas les autres. Du gouverneur de la Banque nationale, Pierre Wunsch, au turbulent universitaire Damien Ernst et au ministre David Claraval qui va rester. Attention, haute tension. Avant d'évoquer cet effondrement possible, j'ai posé une question simple aux Utois. Avez-vous peur de l'avenir? Et plus précisément, avez-vous peur de perdre votre emploi? Je pensais que beaucoup me répondraient oui, j'en ai été pour mes frais. Est-ce que vous avez peur pour votre job avec cette histoire de coronavirus? Non. Vous faites quoi dans la vie? Dans l'ORECA. Ah bah alors, et vous n'avez pas peur pour votre job? Non, ça va reprendre. Vous êtes confiante? Oui. Je suis dans les titres services, donc je crois que je suis encore utile. Vous faites quoi dans les titres services? Du nettoyage, du repassage, toutes sortes de choses que les personnes âgées ne savent plus faire. Avez-vous peur de perdre votre emploi avec le coronavirus? Je suis retraité. Vous travaillez où? Ici à la boucherie. Et donc vous n'êtes pas inquiet, pas de problème? Non, il faut laisser le temps au temps. Et on continuera à vendre dans les boucheries? Vous n'arrêtez pas de manger pour la cause. Je suis employée dans une chaîne de grands magasins. Je n'ai pas du tout peur pour mon emploi. Vraiment pas? Non. Virus ou pas? De toute façon, on sera obligé de travailler, donc virus ou pas, ça ne changera rien. Je suis père au foyer.
Donc mon emploi, je veux dire, il sera à vie, hein, jusqu'à sa majorité. Donc voilà, pour le moment, je ne crains pas. Voilà. Avez-vous peur pour votre emploi à cause du virus? Ben oui, un peu quand même. Ah, on n'a trouvé personne qui avait peur. Vous avez peur? Ben, on ne sait pas vers où on va quand même, donc... Vous faites quoi? Je suis secrétaire. Et pourquoi vous avez peur? L'économie, tout n'est pas encore repris. Comment ça va aller? Comment ça sera demain? Pour combien de temps on en a? Et oui, des toi trop optimiste ou pas, on va le voir. Bonjour Pierre Wunsch, gouverneur de la Banque nationale de Belgique, un des 10 membres du groupe d'experts GAZE qui accompagne le déconfinement, économiste de haut vol, cela va sans dire. Bonjour à Raphaël Stevens, vous êtes bruxellois de formation éco-conseiller en 2015. Vous avez écrit ce best-seller, Comment tout peut s'effondrer, était-ce prémonitoire? Eh bien, vous allez nous le dire. Bonjour Damien Ernst, professeur en électromécanique à l'Université de Liège, titulaire de la médaille Blondel, l'équivalent du prix Nobel pour les spécialistes de l'électricité. On est toujours ravis de vous avoir. Bonjour David Claraval, rebonjour à vous, toujours vice-premier ministre fédéral pour le MR. J'accueille encore 2 témoins dont la vie bascule, il faut bien le dire. Hein. Bonjour Lucretia Tanti-Monaco, je viens à vous très vite et je vous présente. Et bonjour Didier Leb. Monsieur Leb, vous représentez le syndicat chrétien CNE, attaché en ce qui vous concerne à Brussels Airlines. 1000 pertes d'emplois ont été annoncées cette semaine. Pour vous, est-ce que c'est le début d'un véritable effet domino? Est-ce que c'est le début d'un bain de sang social, comme on dit en belge? C'est la continuation d'une pression qu'il y avait déjà sur le secteur aérien. Et effectivement, le coronavirus n'a rien arrangé. Et donc maintenant, vous l'avez dit, on est les premiers où la casse commence à se voir, 1000 personnes. Mais ce qui m'inquiète un petit peu plus, c'est que ce qu'on propose pour les personnes qui restent, donc les personnes du monde d'après, eux, on leur propose drastiquement de revoir leurs conditions salariales. Donc, ça se passe également dans d'autres compagnies aériennes. Hein. En Belgique, chez Brussels Airlines, mais également chez Ryanair. Ryanair fait exactement la même chose. Donc, ou bien on vire et ceux qui restent, on leur dit de revoir leur salaire à la baisse. Leur prétention salariale à la baisse, en allant même parfois en dessous des barèmes légaux. Donc, ils y vont, ils osent. Moi, ce qui me fait un petit peu peur, c'est aussi pour les autres secteurs. Est-ce que le monde d'après, ça va être des licenciements et ceux qui restent travailler plus et gagner moins? C'est ça qui est un petit peu inquiétant. Mais on va le voir, hein, on a ici la crème de la crème, donc on va en profiter pour leur poser votre question qui est directe et qui est parfaitement pertinente. Pierre Wunsch, patron de la Banque nationale, vous dirigez aussi l'Economic Risk Management Group, vous dirigez tout en fait, vous êtes partout, qui conseille donc le gouvernement pour sortir de la crise Corona. Vous annoncez à ce titre que 180 000 personnes pourraient perdre leur emploi, au-delà du nombre de chômeurs qu'on a déjà. C'est énorme, 180 000 chômeurs en plus. Donc c'est une enquête que nous avons réalisée auprès de 3 ou 4 000 entreprises. Et les patrons de ces entreprises nous indiquent qu'il y a un risque effectivement pour 20% des personnes qui sont aujourd'hui en chômage temporaire. C'est un risque. Alors il faut mettre ce chiffre en perspective. C'est une fraction des emplois qu'on a créés au cours des dernières années. Donc on ne revient pas... on reviendrait 4 ou 5 ans en arrière. Oui, mais c'est un chiffre très important. Et je ne le cache pas, c'est une crise qui va être lourde et qui va durer. Il faudra plusieurs années avant de s'en remettre. Pour répondre quand même, je n'avais pas prévu la question de monsieur, elle est intéressante. Pour répondre, ou bien on va perdre son emploi, ou bien on va être moins bien payé. C'est crédible ce que dit monsieur Leb? Mais ce qu'on sait en général, c'est quand il y a une augmentation du chômage, ça peut avoir un impact sur les salaires dans différents secteurs. C'est une variable d'ajustement. Ici, évidemment, ce qui est très particulier dans cette crise, c'est que certains secteurs... C'est un mot dur, sa variable d'ajustement, vous le savez. Oui, mais c'est vrai que voilà, on subit des chocs et donc l'économie va devoir s'adapter et peut-être que dans certains cas, certains efforts au niveau salarial peuvent contribuer à absorber le choc. Il faut que ce soit évidemment dans des proportions qui sont raisonnables. Oui, la Banque nationale, que vous dirigez aussi, estimait jusqu'il y a quelques semaines qu'on pouvait espérer une reprise en V, ça veut dire qu'on baisse vite, mais qu'on remonte aussi vite. En clair, on perdrait 8% à peu près de croissance cette année, mais on regagnerait ces 8% l'année prochaine. Vous y croyez toujours à Alors, ça? on avait dit très clairement à l'époque que c'était une hypothèse technique, faute de mieux. Et effectivement, c'est un scénario qui, de plus en plus, est considéré comme trop optimiste. Et donc, on s'attend à une reprise sur base de ce qu'on voit, par exemple, en Chine, qui sera beaucoup plus lente. En fait, il y a 2 sujets aujourd'hui. Il y a encore 10% de notre économie qui ne peut pas aujourd'hui fonctionner. Secteur de l'ORECA, tourisme, de l'événementiel. À quelle échéance est-ce qu'ils pourront refonctionner, dans quelles conditions? Et puis effectivement, les 90 qui peuvent fonctionner aujourd'hui, qui ont subi un choc assez violent, à quel rythme est-ce qu'on va revenir à un niveau d'activité normal? Et c'est vrai qu'on s'attend à ce que sur les 2 fronts, on ait encore un impact qui soit durable. Et donc cette reprise en V, qu'on avait repris comme une hypothèse purement technique il y a, disons, 1 mois et demi, elle devient un petit peu
Voilà, c'est important de dire. Illusoire, oui. Illusoire, c'est vous qui employez le mot. Merci pour ça. On continue bien sûr à en parler, notamment avec Raphaël Stevens qui va nous expliquer s'il pense que le monde va s'effondrer, carrément. Avant de continuer, je vous propose 58 secondes de conseils. À tout de suite. Après le repas du soir, le ventre de votre bébé gonfle. Pendant qu'il dort, son ventre se rétracte. Cela peut provoquer des bâillements et des fuites si vous utilisez des langes classiques. Les nouvelles couches culottes avec maintien complet 360 degrés s'adaptent à leur ventre et aident à éviter les bâillements et les fuites pour une bonne nuit de sommeil. Aimez leur petit ventre. Nouvelle couche culotte Pampers. Un Pampers égale une nuit bien au sec. Cette semaine chez Deleuze et Carrefour, Pampers, 2+2 gratuits. Je reçois toujours des pubs pour des achats groupés, mais apparemment, vaut mieux comparer soi-même chaque année. Faites comme Marie. Rendez-vous vous aussi sur monenergie.be. Comparez malin et payez moins. Et nous reprenons ce débat essentiel sur une question qui l'est tout autant. Notre monde, ou en tout cas notre économie, vont-elles s'effondrer? Monsieur Stevens, je le disais, vous avez créé le mot collapsologie ou effondrisme avec votre ami et co-auteur Pablo Servigne. À la page 259, je l'ai lu attentivement, de votre livre « Comment tout peut s'effondrer », sorti en 2015, donc il y a déjà 5 ans, aux éditions du Seuil, vous écrivez ceci: des chocs systémiques majeurs peuvent très bien avoir lieu demain et l'échéance d'un effondrement de grande ampleur apparaît bien plus proche qu'on ne l'imagine habituellement. Le virus, c'est le choc? On va s'effondrer? Alors, je ne sais pas si on va s'effondrer. La première chose à savoir, c'est que d'un point de vue scientifique, on ne peut pas prédire comme ça l'avenir, évidemment. Il y a beaucoup d'incertitudes, mais ce qu'il y a, c'est que quand on collecte tous les indices, les preuves qui montrent effectivement qu'il y a une conjonction de crises actuelles, et je ne pense pas simplement à la pandémie, évidemment, d'aujourd'hui, mais aussi avec le changement climatique, l'effondrement... C'est quoi, alors, en quelques mots? Donc, le changement climatique... Le changement climatique, le déclin des énergies fossiles, l'effondrement de la biodiversité, l'acidification des océans, la pollution... Le fait aussi que vous dites-vous que le monde est tellement interconnecté que dès qu'un échelon ou qu'un jalon tombe, le reste tombe aussi. Voilà, donc le coronavirus est à la mondialisation ce que, par exemple, un caillot de sang est à une thrombose, c'est-à-dire qu'un minuscule élément peut faire basculer l'ensemble du système, et ici on est en face d'une crise systémique de grande ampleur. C'est la fin du monde? Alors, je ne sais pas si c'est la fin du monde. En tout cas, on se rapproche en tout cas d'échéances, de crises majeures, et le coronavirus est un élément qui annonce des crises d'une ampleur bien plus importante, probablement, avec le changement climatique, le réchauffement climatique, qui risque de faire peser de graves menaces sur nos sociétés et sur nos conditions de vie actuelles. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, je reprends quelques éléments de ce que vous préconisez comme solution. Vous nous dites, je les reprends ici, je vais les retrouver, voilà, sobriété volontaire, partage équitable, rationnement, dites-vous aussi, pour en sortir. C'est pas folichon. Non, c'est pas folichon en effet, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Là, le coronavirus nous aide justement, on prend un temps pour penser les choses, et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, notamment en termes de démocratisation du travail, en termes de dépollution aussi, de régénérer les écosystèmes, parce qu'on en dépend véritablement pour notre survie. Oui, souvent d'ailleurs vous dites dans les interviews, pour vous c'est trop tard, je vous ai encore réentendu sur YouTube, c'est trop tard, on n'y arrivera pas, on va vraiment connaître un effondrement. Vous pouvez le décrire, cet effondrement que vous pensez non, je pense que personne ne peut véritablement le décrire. Chacun peut avoir son opinion personnelle. Sur votre livre, c'est assez catastrophique. On voit des carcasses de voitures, on voit une mer, on ne sait pas très bien quoi, de pollution, manifestement, c'est affreux. Et disons que c'est tout à fait affreux, absolument. Et ça, finalement, le mot effondrement est un euphémisme pour décrire peut-être des choses assez graves, comme des guerres, des épidémies, des famines. Des guerres quoi, à cause du climat, par exemple Par exemple, etc. On voit déjà, par exemple, aujourd'hui, on voit effectivement une propagande guerrière être alimentée par notamment les États-Unis et la Chine, donc qui sont potentiellement annonceurs de conflits armés
Nous ne le savons pas, mais de nouveau, voilà, nous mettons, notre objectif ici, c'est de mettre en garde, un peu comme de nombreux scientifiques, de nombreux épidémiologistes ou virologues nous avaient prévenus déjà de risques de pandémie majeures. Vous dites aussi dans le livre que toutes les grandes civilisations sont effondrées, que ce soit les Romains ou les Mayas, par exemple, et donc ça va nous arriver aussi. Et vous racontez l'histoire d'une dinde. Je vais arriver chez vous, Monsieur Ernst, d'une dinde. Alors c'est une histoire que vous reprenez du philosophe Bertrand Russell. Je résume cette histoire. Une dinde est dans un élevage où tout va pour le mieux, bonne nourriture, chauffage parfait. Le 23 décembre, avant-veille de Noël, la dinde se dit que décidément la vie est magnifique. Et le 24 décembre, à minuit, elle finit sur une assiette. On est à l'image de cet animal, Monsieur Ernst, Monsieur le professeur. On ne voit pas ce qui va nous arriver. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec cette lecture de collapsologue. Moi, je trouve justement en fait que cette gestion en fait de l'épidémie au niveau international a montré à quel point notre civilisation était robuste. Regardez avec quelle vitesse, quelle rapidité toutes les sociétés, beaucoup de sociétés, de compagnies sont allées vers le télétravail. Avec quelle efficacité en fait notre planète arrive en fait à mitiger en fait le nombre de morts liés à cette épidémie-là, l'effort de recherche considérable que la planète s'est mise en œuvre en fait pour développer rapidement des vaccins, des médicaments. Non, on est arrivé justement à un niveau technologique qui fait en sorte que même effectivement, quand on se prend une contingence majeure en fait, comme cette épidémie de coronavirus, on arrive à réagir en un temps exceptionnel grâce aux technologies, grâce à la globalisation. Donc moi, je n'ai pas du tout la même lecture que monsieur de on ne va pas vers le rationnement, pensez-vous Pas du tout. On mange encore toujours à notre faim maintenant. Maintenant, c'est clair qu'il va y avoir... Vous entendez Monsieur Leb qui dit que lui, il n'est pas sûr que ça va continuer comme ça. Ça, j'ai envie de dire, c'est au législateur à faire en sorte en fait, que les gens du secteur aérien aient un salaire décent, mais ce n'est pas une capacité de la planète à ne plus savoir offrir des services. C'est très clairement peut-être un problème de répartition des richesses ou des ouvriers qui sont mis sous trop de pression salariale, mais la planète, en termes d'outils productifs et de capacité d'adaptation, n'a jamais été aussi forte. Bon, votre réponse, M. Stevens, et puis je continue évidemment à interroger chacun. Ma réponse d'abord, c'est qu'en tant que collapsologue, mon métier, c'est d'étudier le risque. Donc je ne vois pas où il y a de mal à étudier effectivement les risques possibles, première chose. La deuxième chose, c'est que je dis encore, le changement climatique, le réchauffement est vraiment bien plus important en termes de menaces que la pandémie actuelle. Alors effectivement, aujourd'hui, nos sociétés ont mené une certaine résilience, donc une capacité à faire face à cette épidémie, mais rien ne prédit, n'augure le fait que la conjonction, la convergence de crises ne permettent de le faire On voit par exemple que l'eau, on nous dit qu'on n'a jamais commencé un été avec si peu d'eau, même en Wallonie. C'est le genre de choses évidemment qui vous inquiètent. Tout à fait. Par exemple, le réchauffement, il y a quelque chose que je pense qu'il faut qu'on comprenne bien dans notre société, c'est que c'est pas la moyenne qui compte. C'est-à-dire que si on a un réchauffement de 2 degrés, c'est pas ça qui est vraiment très très important. Ce sont surtout les extrêmes que ça crée. Imaginez par exemple un été où on a pendant 2 ou 3 semaines ou 1 mois plus de 45 degrés. Moi, je me demande comment vont faire nos agriculteurs. On a eu 41 cet été. Mais Monsieur Winch, vous répondrez encore, Monsieur Ernst, bien sûr. Que répondez-vous Vous entendez, beaucoup de gens disent ce virus, ce n'est finalement que l'illustration d'un mal profond et on va vers de gros problèmes. Je le disais, vous êtes un économiste de haut vol. Que répondez-vous? Modestement, non, je crois qu'un point de référence qui me semble utile, c'est celui de la crise des années 30, où là, la réaction économique a été inappropriée. Ici, dès le départ, oui, on n'a pas mené la politique de soutien à l'économie qu'on aurait dû. On a mené une politique budgétaire et monétaire beaucoup trop restrictive. Ici, donc on a laissé mourir trop d'acteurs. Ici, on a une réaction à la crise où, dès le départ, on a des réactions très importantes des banques centrales. Moi, j'ai dit dès le début de la crise, on oublie le déficit pour l'instant. Ça ne veut pas dire qu'on pourra l'oublier à terme, mais il faut absolument soutenir l'économie dans cette phase difficile. Et je crois que globalement, la réponse est appropriée. Et je crois que la Belgique n'a certainement pas à rougir de la manière dont la crise est gérée. D'accord. Donc vous n'êtes pas catastrophiste. Je ne suis certainement pas catastrophiste. Donc ça va être une crise qui est lourde, qui est probablement la crise la plus lourde que les gens ont connue depuis plusieurs décennies. Combien de temps? Parce que vous disiez, effectivement, je le disais, votre scénario était très optimiste, vous l'avez reconnu vous-même. On parlait de finalement retrouver le même niveau qu'avant la crise dans 1 an. Vous pouvez chiffrer maintenant combien de temps ça va durer? Maintenant, on pense qu'il faudra sans doute 2-3 ans avant de revenir au niveau d'avant-crise. Donc,
Et c'est ça une crise lourde dans nos économies. C'est effectivement un niveau de production où on revient 2-3 ans en arrière et on va devoir attendre 2-3 ans avant de revenir au niveau initial. Mais effectivement, ça génère sur certains secteurs, sur certaines entreprises, des dégâts sociaux et économiques qui sont très très visibles. Je vais à Audrey dans une seconde, mais je vais d'abord chez Lucrezia Tanti Monaco. Vous avez aussi une vie en grande difficulté pour l'instant, parce que cette crise, c'est d'abord des gens, et c'est la seule chose qui compte sans doute. Vous êtes la propriétaire d'une salle de fitness à Marcinelle, elle est bien sûr fermée depuis 2 mois à cause du confinement. Pour garder un revenu, vous êtes maintenant intérimaire à temps plein au Colruyt. Donc, on voit avec vous que vous faites absolument tout pour en sortir. J'imagine que c'est pas simple, à tel point que c'est difficile de manger, dites-vous. Expliquez-nous votre situation aujourd'hui pour qu'on comprenne bien. J'ai acheté mon bâtiment il y a 2 ans. Je suis propriétaire, donc plus un prêt de travaux, tout ça, donc ce qui n'est pas facile. C'est déjà un peu la guerre du fitness puisqu'il y a beaucoup de concurrents. Et aujourd'hui, fermer ma salle, c'est une catastrophe. Avec toutes les charges que vous avez. Les charges et tout, oui, bien sûr. Et ça se traduit comment dans votre vie? Vous allez donc tous les jours travailler à temps plein, oui. Mais évidemment, ça ne comble pas votre manque à gagner. Non. En plus, nous, c'était la bonne période maintenant. Donc, moi, je croyais qu'on allait réouvrir assez rapidement, mais non. Voilà, on a entendu qu'il y avait quand même de l'espoir. Monsieur Il y a de l'espoir, ça serait super. Moi, j'attends que ça. Et comment vous vivez aujourd'hui? C'est vraiment... vous ne dormez plus, vous pleurez tout le temps. Je ne vais pas vous faire pleurer, je vous l'ai promis. Non, là, mais c'est très difficile. C'est très difficile, oui. À quel point? Toute seule, prendre une entreprise toute seule et puis ne plus C'était rien... très courageux. Oui. Donc chaque fois que vous réveillez, chaque fois que vous vous réveillez, vous vous dites c'est la vraie vie et je suis dans cette difficulté-là. Oui, bien sûr. Ouais. Donc c'est effectivement très difficile. Un mot, c'est du concret, et puis on va venir évidemment aux problèmes budgétaires. Quand madame pourrait-elle reprendre, monsieur Clarinval? On le sait. C'est vrai que le sport a repris, mais en extérieur. Je parle des entraînements sportifs. Oui, en fait, la prochaine étape, ce sera le 8 juin. Et là, en fonction de l'évolution de l'épidémie, on va pouvoir réouvrir toute une série en accord avec les virologues. Parce qu'on a parlé des fitness, figurez-vous, longtemps en CNS. Il y a eu tout un débat, mais finalement, le confinement a fait que les virologues n'étaient pas enclins à ouvrir le fitness parce qu'ils estimaient qu'il y avait un trop grand risque de contamination. Mais le 8, c'est pas impossible. Si on voit que l'épidémie reste stable et verte comme maintenant, on va réouvrir d'autres pans. On pense à l'ORECA, on pense à la culture, on en a parlé tout à l'heure. On pourra probablement également, j'espère, réouvrir le fitness. Mais le 8 juin, vous parlez du 8 juin pour tout ça? Je ne veux pas donner une date exacte parce que c'est le CNS qui décidera. Mais en tout cas, on travaille et comptez sur moi pour faire avancer le plus vite possible les choses au sein du CNS. Quand la prochaine réunion du CNS? Lundi, demain. Demain. On a déjà. Pas du CNS, de l'OCC, mais qui prépare le CNS. L'OCC, c'est un nouveau mot pour moi. L'OCC, c'est les actes préparatoires du CNS, si vous permettez. Monsieur Winch sourit, puisque effectivement, il est parmi les experts effectivement, qui vous conseillent. Vous confirmez, j'imagine, ce que dit monsieur Clarinval, il n'y a pas de date, vous qui êtes donc, vraiment parmi les experts. Et vraiment, on dépend de l'évolution de l'épidémie, et ce sont des situations dramatiques. Je crois que au niveau des principes, on est face à un choc qui est unique et qui n'est pas assurable par le secteur privé. Et donc, il y a un rôle pour l'État d'intervenir comme assureur de dernier ressort pour aider les gens qui sont confrontés à ces situations. Et donc c'est le retour des pouvoirs publics à l'avant-plan, ça. Donc, de manière temporaire pour absorber le choc, je crois qu'il se justifie tout à fait. Alors, le secteur public ne pourra pas assumer toutes les pertes, mais que le secteur public intervienne, que ce soit sous forme de chômage temporaire, de droits passerelles, mais aussi pour les entreprises qui subissent des pertes liées à la crise. Il me semble normal et légitime qu'il y ait une certaine intervention de l'État. Et c'est d'ailleurs ce dont on est en train de parler pour l'instant au niveau de l'ERMG. Madame, pour avoir plus d'aide, autrement dit, pour la sauver? Donc on peut effectivement envisager des aides ponctuelles. Je crois que les secteurs qui sont dits en phase 3 et donc qui vont rester confinés plus longtemps, je crois qu'il faudra voir comment on peut les aider de manière plus ponctuelle. Ce que disait M. Clarinval tout à l'heure. Et probablement aussi en aide en solvabilité, c'est-à-dire que si des entreprises ont subi des pertes qui sont importantes, il me semble légitime qu'une partie de ces pertes puisse être prise en charge, peut-être au travers de prêts ou d'interventions fiscales, ça doit être déterminé au niveau politique. Voilà, mais donc de l'espoir, RMG, c'est Risk Management Group. Voilà, je pense que je me... Il y a un E dans le mien, parce qu'il y a celui économique et puis il y a celui... Oui, voilà, c'est ça. Vous, c'est le E, enfin ERMG. Enfin, voilà. J'espère qu'on a compris. Audrey.
Beaucoup de réactions évidemment quant à cette fin d'un monde que l'on a connu éventuellement. Il y a lui qui nous dit d'abord la première question, c'est quand serons-nous hors de cette période de crise, car ce que pour l'instant c'est pas de mal à veille, nous dit-il. Des messages qui nous disent aussi comment cela pourrait-il changer partout et notamment dans les médias. On nous dit il faut consommer, sinon l'économie va s'effondrer, reprendre l'avion, les sites touristiques nous attendent, acheter beaucoup, et puis d'autres messages comme celui de Anne qui elle est plus philosophe et qui dit que voilà, l'être humain a toujours la capacité de changer, de s'adapter. L'homme a cette faculté, il faut le vouloir et nous n'aurons peut-être pas le choix. Voilà, c'est ce que disait M. Ernst. Hein. On a la capacité de s'adapter. Bon, 14 milliards de déficit, c'est vous-même qui le dites. Hein. Vous êtes ministre du Budget, M. Clarinval. 8,9% du produit intérieur brut pour ceux qui ont envie de connaître beaucoup de chiffres. C'est en tout cas énorme. Comment on va faire M. Winch disait, tant pis pour le budget, mais à un moment donné, il faudra payer. Comment on va faire pour ne pas se ruiner? La Belgique était déjà dans une situation difficile avant la crise. Donc moi, je voudrais d'abord répondre. Moi, je ne suis pas de ceux qui croient à la fin du monde. Il y a toujours eu des prophètes de fin du monde dans l'histoire du monde. Mais donc, au contraire, les gens aujourd'hui voient ce que c'est que la décroissance qui est prônée par certains. On est dans une décroissance et on constate l'impact de ne plus avoir de croissance. Et moi, j'entends quand même beaucoup de gens qui veulent retravailler, qui veulent reprendre vie, qui veulent repartir en vacances, qui veulent reprendre l'avion. Donc, je crois qu'il n'y a pas du tout ce phénomène-là de fin du monde. Il y a des gens qui veulent retrouver la vie normale. Donc, pour vous, on va retrouver la vie normale. C'est Bart de Wever qui disait... évidemment des gens qui Bart de Wever qui disait « Le monde d'après ressemblera plus qu'on ne pense au monde d'avant ». Il a dit ça sur la VRT cette semaine. Vous êtes d'accord avec lui? Moi, je dis que les gens vous n'avez pas besoin de lui pour penser ça. Ils veulent retrouver une vie normale et ils ne sont pas en train de croire que c'est la fin du monde. Par contre, la crise est grave. Elle est très grave, monsieur de Boursu. C'est pour ça que l'État a cassé la tirelire. On a en effet mis sur la table, jusqu'à aujourd'hui, près de 14 milliards. Pourquoi? Parce que M. Winch a dit tout à l'heure, il ne faut pas commettre les erreurs de la crise de 23. Il faut mettre des moyens... de 29, pardon. Il faut mettre des moyens considérables sur la table pour permettre aux gens d'avoir du chômage et passer le cap, permettre aux indépendants d'avoir un droit passerelle, pour également fournir des moyens via les régions, dans toutes les entreprises, dans tous les secteurs qui souffrent aujourd'hui. Et il reste en effet la phase 3, donc c'est ces personnes sous contrainte, l'ORECA, les voyagistes, la culture, tous ces secteurs qui aujourd'hui, le fitness, qui ne peuvent pas déconfiner. Et je crois que là, il faudra encore faire un effort. Et tant pis pour après, parce que c'est bien beau, et je crois que madame est très contente d'entendre qu'elle va avoir de l'aide, mais on veut aider tout le monde. C'est un peu ça l'impression parfois qu'on a, et là je me fais l'avocat de je ne sais qui, je ne vais pas dire du diable, enfin bon, est-ce qu'on a l'argent pour ça? Mais disons que pour le moment, la chance que nous avons, c'est que l'Europe a quand même mis sur la table 1500 milliards d'euros à disposition des États pour pouvoir faire face à la crise. Oui, et donc aujourd'hui... Ils viennent d'où cet argent? Aujourd'hui, on emprunte à zéro, à des taux négatifs au niveau de l'État belge. Donc on emprunte et on rembourse moins que ce qu'on a emprunté. Pour permettre justement d'avoir des moyens, pour permettre de surmonter cette crise et de reprendre les choses normalement. Il vient d'où cet argent-là? C'est simplement en créant de la monnaie, en faisant tourner la planche? C'est de la dette, c'est les États s'endettent, mais la Banque centrale aide en achetant une partie de cette dette. On va bientôt avoir un tiers de la dette publique sur notre bilan, ce qui permet effectivement à cette dette d'être financée à des taux d'intérêt qui sont très bas. Un jour, comment on fait? Et il faudra un jour rembourser. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre... Combien de temps? Enfin, dans des années... C'est pour ça qu'il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, c'est un bon investissement d'intervenir pour aider et pour éviter un effondrement de l'économie. C'est vraiment un bon investissement et il faut le faire. Mais on va se retrouver à partir de 2021 plus pauvre qu'avant, avec moins d'argent. Et il faudra à un moment donné revenir à une politique budgétaire qui est soutenable. Donc ça va être dur quand même, très dur. Et donc on est parti pour 10 ans, vers des années qui seront au niveau des finances publiques qui seront difficiles. Sur combien de temps? 10, 20 ans? Ça va durer, écoutez, on n'a pas encore résorbé le déficit de la crise précédente et on a déjà la nouvelle